Cette ville de sable, perdue dans le désert du Karakoum, au Turkménistan, est le fragile vestige d'une culture vieille de 4000 ans et totalement inconnue à ce jour. Une équipe d'archéologues a entrepris aujourd'hui de fouiller la nécropole attenante à la ville. C'est un monde surprenant et raffiné qui peu à peu émerge des sables. Qui étaient ces hommes? Comment vivaient-ils il y a 40 siècles au sein du désert? Quelles étaient leurs traditions et leurs croyances? Le travail des scientifiques va permettre de répondre à ces questions. Il révèle une culture qui bouleverse aujourd'hui les idées que l'on se faisait des premiers âges de la civilisation. Le Turkménistan est situé au cœur de l'Asie centrale, entre l'Afghanistan et la mer Caspienne. Il est occupé aux 2/3 par un immense désert réputé pour la rudesse de son climat, le Karakoum. Я когда был в школе учился, что такое Каракума? Нам говорили, величайшая пустыня мира, где никогда не ступала нога человека. Ну вот однажды с дуру сел на машину я и поехал в глубину песков. Это было в 1972 году. И вдруг я увидел этот город. И такой большой. Я решил, что это средневековый. Medieval period. Потом, когда я подъехал, я увидел, что это, батюшка, это же 3-е тысячелетие еще. Archéologue russe et spécialiste de l'Asie centrale, Viktor Ivanovitch Sarianidi a consacré 25 années de sa vie à la fouille de cette cité, baptisée Gonur d'épée. Mais la ville, plusieurs fois détruite et pillée, n'a livré que peu de secrets sur la mystérieuse culture qui l'habitait. Еще никто не знал, еще 25 лет назад никто не мог представить себе, что здесь была страна, что здесь были люди, что здесь была жизнь, что здесь была цивилизация, здесь была страна, которая почти ни в чем не уступала передовым центрам тогдашнего мира. Месопотамия, Египет, Индия, Китай. Il faudra attendre l'ouverture des pays de l'Est, dans les années 90, pour que d'autres archéologues s'intéressent à l'extraordinaire découverte de Viktor Ivanovitch Sarianidi. Aujourd'hui, il s'agit de prouver scientifiquement l'existence de cette civilisation disparue. Giancarlo Ligabue et l'archéologue Gabriel Rossi Osmida sont parmi les premiers à avoir cru en l'existence de cette civilisation. Grâce au centre d'études et de recherche Ligabue, installé à Venise, ils ont déjà organisé plusieurs expéditions sur le terrain et rassemblé de nombreuses informations sur le sujet. Cet ouvrage, par exemple, qui recense de curieux objets retrouvés chez les brocanteurs ou sur les marchés d'Asie centrale. Pour les archéologues, ces pièces, issues du pillage, témoignent bien de l'existence d'un monde disparu et très ancien. Mais faute de contexte, elles ne racontent rien sur la culture qui les a produites. Vedi Giancarlo, noi siamo nel deserto del Karakoum, in Turkmenistan, deserto delle sabbie nere. Noi abbiamo ricevuto l'interprétation delle photos da satellite. Aujourd'hui, l'analyse de ces photos satellites a permis de déterminer précisément les limites de la nécropole et de révéler des zones inexplorées. Là gît peut-être encore une part de la mémoire de cette culture oubliée. Pour Giancarlo Ligabue, ces nouvelles informations justifient le financement d'une ultime expédition sur le terrain. Inch'Allah. 800 ans après Marco Polo, on quitte toujours Venise pour les mystères de l'Orient.
La nécropole. Des milliers de tombes réparties sur près de 10 hectares. Le plus vaste ensemble funéraire d'Asie centrale. Un gigantesque cimetière creusé il y a 4000 ans et qui demeure aujourd'hui, en l'absence d'écriture, la seule source d'information sur cette civilisation mystérieuse. Située à environ 1 kilomètre de la ville et tout entière dissimulée sous les sables du désert, la nécropole est invisible au premier coup d'œil. Jusqu'ici, elle ne s'est livrée aux scientifiques qu'au hasard des multiples sondages. Verdi Oudéoumouradov, archéologue turkmène, termine maintenant le relevé topographique des tombes déjà fouillées les années précédentes. Ces données, croisées avec les nouvelles informations apportées par Gabriel, permettront une exploration plus rationnelle de la nécropole. Viktor Ivanovitch rejoint le camp où Gabriel est arrivé le matin même. Les deux archéologues se connaissent bien. Depuis 10 ans, ils se retrouvent ainsi régulièrement au milieu du désert pour une saison de fouilles. Mais le financement du programme archéologique arrivant à son terme, il s'agit probablement de leur dernière mission sur ce site. Leur dernière chance de prouver que 2000 ans avant Jésus-Christ, se développait ici une véritable civilisation. Not bad. Cleaning here and for understanding situation in the northern part of. Dès l'aube du deuxième jour, le travail commence. Grâce aux images satellites, les archéologues connaissent dorénavant avec précision les limites de la nécropole et peuvent superposer ces données au relevé des tombes réalisées par Verdi. Sur le plan se révèlent maintenant clairement les zones qui, jusque-là, avaient échappé aux archéologues. 1500 approximately here. Why? Because En particulier une bande de terre qui apparaît au centre de la nécropole, là où les tombes s'étaient révélées plus vastes et plus riches. Ici reposent peut-être les notables de la ville. yes, yes, it's like a center. One of the richest parts. Verdi et Gabriel décident de concentrer leurs efforts sur cette partie de la nécropole. Une cinquantaine d'ouvriers ont été engagés et formés pour mener la fouille. Issus de la région, ils sont habitués aux conditions de vie du désert. Le travail commence au petit matin, lorsque la température est encore supportable. Dans quelques heures, il fera près de 50 degrés. Il faudra alors s'arrêter et attendre la relative fraîcheur du soir pour se remettre à l'œuvre. Dans un premier temps, il s'agit de décaper le désert afin de retirer la terre et le sable, accumulés depuis 40 siècles. L'objectif est de faire apparaître le niveau le plus ancien, celui où furent creusées les tombes de la nécropole, car le sol en porte encore les traces infimes. Cet homme est spécialement chargé de repérer les tombes. L'œil exercé à discerner les plus légères différences de teinte dans le sol, il révèle soudain les contours d'une excavation réalisée il y a 4000 ans. Mais il voit aussi autre chose, la trace d'un deuxième trou qui trahit l'intervention des pillards quelque temps plus tard. Les bandits ont ouvert la tombe au niveau de la tête du défunt, toujours placée au nord, là où traditionnellement sont disposées les offrandes.
Malgré l'évidence du pillage, Viktor Ivanovitch ordonne de fouiller la sépulture. La structure même de la tombe ainsi que le squelette sont porteurs d'informations. Mais Viktor Ivanovitch sait aussi que les bandits, dans leur précipitation, oublient parfois certains objets. En ce premier jour de fouille, la chance sourit aux archéologues. Oubliée ou simplement dédaignée par les voleurs, une petite statuette de terre cuite retrouve la lumière du soleil, après 40 siècles de ténèbres. Étrangement stylisée, elle témoigne de l'existence en ces lieux d'un art original, unique. Mais elle demeure encore énigmatique quant à sa signification. Qui est-elle? Que raconte-t-elle sur les croyances de ce peuple? Bain salutaire après une première journée de travail. Ce canal, inattendu dans un désert, traverse la nécropole de part en part. Alimenté par la rivière Amoudaria, il est le vestige d'un projet gigantesque de mer intérieure, abandonné depuis. Mais ce qui fait aujourd'hui le bonheur des ouvriers est aussi une véritable menace pour la nécropole. Ce que le désert avait préservé dans sa sécheresse est peu à peu dégradé par l'humidité qui filtre du lit du canal. Un processus lent, mais inéluctable, qui met en péril tout le site et menace la mémoire même de cette civilisation. La vie est revenue dans le Karakoum. Aujourd'hui, comme il y a 4000 ans sans doute, elle prend son temps à la faveur du soir. Les tempêtes de sable sont fréquentes et régulières dans ce désert. Tous les 3 jours, le chantier disparaît ainsi dans les tourbillons d'une poussière aveuglante et étouffante. Pas question cependant d'interrompre les fouilles. Pour Gabriel, il s'agit même d'une situation d'urgence. Le contenu de cette tombe, récemment ouverte, pourrait en effet souffrir du vent et du sable. Un peigne, en ivoire probablement, collé par le temps à un miroir de bronze. C'est ce modeste mais touchant bagage pour l'au-delà que l'archéologue va maintenant tenter de sauver. À peine troublé par les tourmentes incessantes du sable, Gabriel est tout à son délicat travail. Les pièces sont d'une fragilité extrême.
et d'autant plus précieuses pour l'archéologue qu'elles sont bien conservées. Il faut imaginer qu'ici, chaque objet exhumé est le témoin unique, irremplaçable d'une culture inconnue. Ce peigne, ce miroir, vont peut-être aider les archéologues à comprendre le mode de vie des habitants du Karakoum, il y a 4000 ans. Parfaitement ciselé dans l'ivoire, le peigne et son miroir de bronze sont les outils traditionnels de la beauté. Mais pour l'archéologue, le fait de les avoir trouvés réunis dans une tombe leur donne un sens qui va bien au-delà de leur apparente futilité. I primi oggetti con cui noi siamo entrati in contatto durante questa campagna di scavo riguardano la vita intima, l'aspetto intimo della vita del defunto, riguardano quello che è la cura della persona, dell'immagine. Non è la cosmesi di per sé stessa come la intendiamo noi, ma è il modo di porsi di fronte al Dio, di fronte ai sudditi, di fronte alla morte stessa. Une conception rituelle des soins et de la beauté qui se confirme en réalité depuis le début des fouilles. Les archéologues ont en effet noté la présence quasi systématique dans les tombes d'hommes et de femmes de ces objets liés à la cosmétique, comme cette palette aux manches serpentins destinée à la préparation des couleurs, ou cet applicateur de fard pour les yeux. Des outils parfaitement fonctionnels et sur lesquels on a relevé de multiples traces de produits de maquillage qui prouvent leur usage au quotidien. Ainsi, dans la vie comme dans la mort, le peuple du Karakoum attachait une importance toute particulière aux soins du corps et à la beauté. En témoignent ces statuettes où se dévoile la sophistication des coiffures, où se lise la distinction et la grâce des visages, et que soulignait sans doute un maquillage effacé par le temps. Pour les archéologues, ce soin extrême porté au corps témoigne d'une culture où l'apparence physique fonctionne comme un signe de reconnaissance sociale. Ce sont là les caractéristiques d'une société hiérarchisée et très structurée. La nouvelle fait le tour du chantier. Ce matin, après une semaine de fouilles et plus de 50 sépultures mises au jour, les ouvriers ont enfin découvert une tombe intacte de tout pillage. Couché sur le côté, la tête au nord et le visage orienté vers le couchant. C'est ainsi que se présentent tous les habitants de la nécropole. Ici, il s'agit d'une femme porteuse d'un diadème de bronze et de bracelets en faïence qui témoignent d'un rang social élevé.
sa tombe est particulièrement riche. Des poteries si fines, si fragiles qu'elles ne pouvaient avoir d'autres usages que de garnir sa sépulture. Des boucles d'oreilles en bronze, des perles d'or et de pierres précieuses. Selon Gabriel, il pourrait s'agir d'une prêtresse parée pour son voyage vers les dieux. La découverte est importante car pour l'heure, on ignore à peu près tout des croyances de ce peuple et de leur divinité. È uno dei rari casi in cui abbiamo trovato una statuetta in pietra composita con il corredo completo. Ecco, una raffinatezza incredibile, con il vestito tipico fatto di pelle di capra. L'altro braccio. E una dei madri, una delle divinità, finalmente vediamo per la prima volta la posizione in cui veniva posta nella tomba. Reconnaissable à ses formes généreuses, la déesse mère est connue pour donner la vie aux humains, mais aussi les recueillir dans la mort, comme le montrait ici sa place dans la tombe, à la tête du défunt. Du même coup, cette découverte révèle le sens des autres statuettes trouvées dans les tombes. Toujours féminines, elles sont les multiples images d'une seule et même divinité. Certaines, munies de 2 trous au-dessus des yeux, étaient probablement suspendues dans les maisons afin de protéger le foyer. Autant d'effigies sacrées qui placent la déesse mère au centre de la religion et traduisent la vénération de l'image de la femme dans cette culture. Gabriel s'est remis immédiatement à la fouille de cette tombe, déjà si riche en informations. Quelque chose l'intrigue dans la nature des objets présents. Si tratta di una sepoltura, questa molto interessante. Tutto l'insieme ci suggerisce di trovarci di fronte a una sepoltura di un individuo che provenga dall'ambiente dell'Indo. Questi braccialetti, per esempio, che sono in faience, sono tipici delle culture arapiane. Harappa, l'une des villes de la grande civilisation urbaine de l'Indus, qui rayonnait à cette époque entre l'Inde et le Pakistan, à plus de 1000 kilomètres de là. Comment ces bracelets sont-ils arrivés jusqu'ici? La défunte serait-elle originaire de cette civilisation lointaine? Pour le savoir, Gabriel décide de soumettre le crâne à l'examen de Horace Babakov, l'anthropologue. Afin de permettre l'observation dans de bonnes conditions, il faut séparer la tête du reste du corps et déceler délicatement les vertèbres avec un peu d'eau. Grâce à la forme du crâne, l'anthropologue peut déterminer le groupe ethnique de l'individu et donc sa provenance probable. Ici, le verdict est clair. Pour Horace Babakov, cette femme ne présente aucun des traits caractéristiques de l'Indus.
mais s'apparente au contraire à la majorité des individus observés dans cette nécropole. Les bracelets arapéens seraient alors le fruit du commerce. Un commerce suffisamment établi pour que les traditions de l'Indus et du Karakoum se mêlent intimement dans une tombe. La culture du désert serait-elle impliquée dans le vaste circuit des échanges au sein du monde antique? Après 3 semaines de fouilles, le constat est terrible. Ce sont plus de 90% des sépultures qui ont été pillées. Une razzia, entreprise dès l'Antiquité qui n'a épargné que les objets les plus petits, les moins précieux pour les bandits. Aujourd'hui, aux yeux de Viktor Ivanovitch, ces mêmes objets ont acquis une inestimable valeur scientifique. Ce sont les sceaux. Ils constituent les seules véritables images qui témoignent de ce monde disparu. Les derniers exemplaires découverts le jour même permettent justement à l'archéologue d'établir de nouvelles relations entre la culture du désert et les autres civilisations du monde antique. Для того, чтобы поднять историю людей, письменность которых не сохранилась или ее не было, это можно делать только по памятникам искусства, и в частности по печатям. Когда я вижу вот такую вот печать, сделанную из фаянса, это типичная печать, которую находят археологи в долине Инда, когда копают харабские памятники. The same, один к одному. Значит, это мне уже показывает, что были культурные связи между этим народом и тем народом. Когда я в другой могиле аристократа мы нашли вот эту печать, это типичная сирийская печать. Крылатая богиня, которая сидит на пантере. Ну, где Сирия и где мы с вами сидим? Все-таки это 2 разных конца Ближнего Востока. Il y a là à nouveau l'évidence de contacts réguliers entre la cité du désert et un monde où se développent les premières grandes civilisations urbaines de l'histoire. La Syrie, c'est-à-dire l'ancienne Mésopotamie, qui maîtrise l'écriture depuis déjà plus de 1000 ans. L'Égypte, où s'achève l'Ancien Empire qui a vu se construire les premières grandes pyramides. L'Asie du Sud, où la civilisation de la vallée de l'Indus rayonne depuis de vastes cités, comme Harappa ou Mohenjo-Daro. Toutes ces civilisations sont bien sûr reliées entre elles par le commerce maritime et terrestre. Aujourd'hui, l'on découvre que l'une des routes passe par le Karakoum. C'est la voie des oasis. 2000 ans plus tard, on la nommera route de la soie. Pour l'heure, elle dessert de vastes cités comme celle-ci. Bâties probablement à l'emplacement des caravansérails, ces villes ont prospéré grâce au commerce. Elles sont devenues les foyers d'une civilisation ancrée dans le désert, mais totalement impliquée dans le vaste circuit des échanges au sein du monde antique. Dans la nécropole, certaines tombes plus vastes et plus sophistiquées témoignent de la richesse de cette civilisation. Pillées avec d'autant plus d'avidité qu'elles étaient richement garnies, elles sont aujourd'hui comme des écrins vides. Avec l'aide de l'architecte Anna Mourad, Gabriel tente de reconstituer la structure de l'une d'entre elles. Proba, proba, и потом another proba. Хорошо? Après 2 jours de tâtonnement, la structure émerge enfin et révèle une surprenante conception de l'au-delà. È costruita come una piccola casa
È stato creato un muretto divisorio che divide la zona notte dalla zona giorno. Qui si intravedono 2 finestre, lì il focolare, l'area dove abbiamo trovato i resti del defunto. Bene, questo cosa ci dice? Ci dice che in questa cultura esisteva la convinzione che nell'aldilà continuasse la vita in funzione di quello che il defunto aveva a corredo. E quindi lì si ricostruiva una casa per l'aldilà, per la morte, uguale a quella che lui aveva posseduto nella vita. Maybe verticalna, maybe. Ah. Ecco, bravo, bravo, tac. Destinée à l'éternité d'un notable, cette petite demeure contenait probablement des objets de grande qualité ayant appartenu au défunt. La découverte d'un tel mobilier aurait permis aux archéologues d'évaluer le raffinement atteint par les artisans de Gonur d'épée et de le comparer à celui des autres civilisations de l'époque. Il y avait là, sans doute, le moyen de prouver enfin l'importance et le rayonnement de la civilisation des oasis au sein du monde antique. Malheureusement, les fouilles touchent maintenant à leur fin et elles n'ont révélé que des mausolées totalement pillés. Pour Gabriel, cependant, ces vastes sépultures n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Celle où il travaille ce matin est la plus vaste de toute la nécropole, sans doute celle d'un chef. Elle ne contenait que quelques eaux rongées par l'humidité qui filtre du canal. Ici, quelque chose l'intrigue. Quello che rende incomprensibile la situazione di questa tomba è la presenza di questo cumulo di ceramica tipico della nobiltà e tutta frammentata come se i ladri si fossero accaniti per romperla in piccoli pezzetti. Questo può avvenire solo nel caso che abbiano cercato e non abbiano trovato quello che loro desideravano. L'archéologue en est persuadé. Les offrandes sont toujours en place, cachées quelque part dans la tombe. Obstiné, il reprend la fouille. Au pied d'une paroi, il remarque en effet la présence d'argile et de terre, comme pour couvrir une cavité aménagée plus profondément. Dessous apparaît un sable fluide et immaculé. Un vaso a ponte, rarissimo in bronzo, dimostra una ricchezza da parte del proprietario di questa tomba inusuale. E anche questo è eccezionale, uno dei migliori pezzi che abbia visto, proprio quello che i ladri cercavano. Pour ces archéologues qui, depuis plus de 10 ans, travaillent sur la fouille, la découverte est inespérée. Mamma mia! Grâce à l'intuition de Gabriel, pour la première fois, ils vont pouvoir étudier le trésor intact d'un dignitaire inhumé il y a 4000 ans. Duck. Duck? What is your opinion? It is ornament. Caretula, ornament, yes. But it is vessel. It's vessel. Yes. Well, this is mirror.
No, yes, maybe. Maybe this is original specs of box. It is unique Unique. today. Maybe tomorrow we found it out. I know But that today it is unique. Dai. Zac. I think it's for our mission this memory moment. And that is a very good moment. Délicatement dégagé, le vase à pont révèle la perfection de sa forme et la finesse de son long bec, qui permet de doser avec précision une eau si précieuse dans ces régions désertiques. Gabriel. Hey. Oh. Ces coupes jumelles en bronze n'avaient jamais été observées. Twin vase bronze. Ah, twice. Twin vase. Gemini. It's the first time. I never saw. Plus que les perles d'or, ce qui surprend les archéologues, c'est le savoir-faire des artisans qui, il y a 4000 ans, ont façonné ces objets. Questi motivi geometrici così regolari, con un concetto estremamente moderno, sono stati tutti ricavati con dei bulini fatti con delle punte di selce. Pazientemente l'artigiano ha lavorato la pietra fino a ricavare queste incisioni che trovo di una semplicità ma anche di una efficacia incredibile. Au-delà de leur fonction, ces objets révèlent un art parfaitement abouti. Le produit d'une culture qui, au terme d'une évolution sans doute déjà longue, s'est débarrassée des fioritures pour ne garder que les lignes majeures. Juste assez pour que d'une coralline naisse un cygne endormi. Ou un mouton d'argent au sommet d'une épingle. La nouvelle de la découverte du trésor s'est mystérieusement propagée dans le désert. Une famille de nomades s'intéresse soudain au lointain passé du Karakoum. Salam alaikum. Alaikum salam. Gardela. Cependant, hormis ces trésors, le désert abrite aussi une faune d'autant plus dangereuse qu'elle est discrète et sournoise. Ah bon, ah. C'est un petit serpent des sables qui a trouvé le frais dans la trousse à outils de Gabriel. Sa morsure est mortelle. En quelques minutes. Ah, c'est pas. Ah. Oh, bien. Il faudra encore 2 jours entiers à Gabriel pour finir d'exhumer tous les objets du trésor. L'ensemble est collé, compacté, et surtout révèle, au fur et à mesure du démontage, de nouvelles pièces cachées sous les autres. È un piccolo vaso in argento, portaprofumi, ancora sigillato.
Enfin, il ne reste plus que cette boîte ornée de mosaïques et dont le bois s'est entièrement décomposé. Patiemment, l'archéologue consolide la terre elle-même, autour des pièces de couleur, afin de récupérer le dessin de cet objet unique. Diametro massimo 10,8. 3,5 al piede di diametro. Questi spilloni in argento esprimono una capacità di lavoro che viene raggiunta solo in epoca classica. Noi una cosa del genere la possiamo trovare presso gli antichi greci, per esempio, ma in questo contesto era inaspettabile che trovassimo uno spillone con una testa di muflone così raffinata, oppure un agnello di questa fattura che esprime una capacità e un gusto artistico da parte di questo popolo che ha dell'incredibile. Come un altro oggetto di cui non abbiamo precedenti né per il vicino Oriente, né per il Medio Oriente, né per l'Asia centrale, ed è la prima volta che si trova, è un vaso fatto a guscio di tartaruga. Ces objets nous révèlent une culture comparable par sa créativité et son raffinement aux grandes civilisations de l'époque. Mais ils nous renvoient aussi à un monde étonnamment pacifique. Les centaines de tombes fouillées n'ont en effet livré aucune arme véritable. Il faut voir là un peuple plus préoccupé par la beauté et la vie que par l'art de la guerre. Un peuple qui, probablement, se sentait naturellement protégé par le désert lui-même. Un pays aride et hostile, dans lequel on hésitait sans doute à s'aventurer, mais que les habitants de la Cité des Sables avaient su apprivoiser. Les observations d'Horace Babakov sur les squelettes exhumés témoignent en effet d'une surprenante adaptation de l'homme à son milieu. Очень они однородные население, вот таких сильных перепадов этих не наблюдается. Вот. По облику они, по росту, по длине тела, где-то 1,67 м мужчины, это высокорослые, женщины среднорослые, 1,55 сантиметров, ну где-то в пределах это чуть больше немного. А как они долго жили, это примерно в среднем возрасте, где-то 37. Это для эпохи бронзы немало, большое. Может быть, не знаю, вот здесь питание может быть какое-то у них более подходящее, что ли, разнообразный, витаминизированный. Вот такие они люди были. Mais quelles étaient donc les ressources alimentaires de ce peuple? Que parvenait-il à faire pousser dans le désert? La réponse se trouve en Italie, au laboratoire d'archéobotanique de Côme, où l'on étudie déjà les échantillons de végétaux carbonisés en provenance du site de fouilles. C'è un taglio da raccolta. Sì, è tutto estivo duro. Les spécialistes sont maintenant parvenus à identifier la nature de ces fragments de végétaux. Sì, fantastico, pieno di basi di spighette, di piante infestanti. Oh, questo è orzo, sicuramente. En réalité, ces bases de froment et d'orge ne sont apparentes que lorsque les épis ont été battus pour en extraire le grain. Ah, ecco, vedi? Vabbè dai, allora abbiamo praticamente la prova che
Veniva lavorato ed effettivamente c'era la coltivazione. Ci sono poi altri semi di frutti, come ad esempio il vinacciolo della vite, c'è un piccolo frammento di seme di un guscio, di qualcosa che può essere assimilato a un susino, a una pesca, una cosa di questo tipo. E poi delle leguminose, quindi anche le leguminose facevano parte della dieta e dell'alimentazione a Gonur Tepe. L'observation d'un minuscule fragment de bois au microscope électronique révèle la nature de l'essence, un peuplier, dont la structure moléculaire prouve de plus qu'il a séjourné dans l'eau. C'è l'ambiente desertico, però c'è anche presenza di acqua sicuramente. Abbiamo ritrovato specie come il pioppo, che è una specie squisitamente legata ai corsi d'acqua, ma anche le tamerici, tamarix, sono abbastanza legate a questo tipo di ambiente, e poi chiaramente tutte le piante coltivate che comunque hanno bisogno di un sistema quantomeno di irrigazione. Il y a 4000 ans, ici, coulait une rivière qui permit aux habitants du Karakoum d'entreprendre la colonisation du désert. Sur plusieurs dizaines d'hectares, les environs étaient occupés par les plantations de céréales, d'arbres fruitiers. Des canaux irriguaient les cultures et alimentaient en eau une quinzaine de villages où vivaient, selon les archéologues, l'essentiel d'une population estimée à près de 5000 personnes. La cité, protégée par un long mur d'enceinte, était bâtie de briques d'argile cuites au soleil. Elle comprenait des quartiers réservés aux artisans, des dépôts de marchandises, des places publiques où se tenaient les marchés. En son centre, un palais, où résidaient probablement les notables, et un pouvoir central dont on ne connaît rien aujourd'hui. Aujourd'hui, la cité est retournée au silence et n'est plus guère visitée que par son dernier roi, Viktor Ivanovitch. Pourquoi cette ville a-t-elle disparu? Comment cette culture a-t-elle pris fin? Pour l'archéologue, la réponse est simple, toujours la même, l'eau. Здесь была процветающая жизнь. Здесь протекала река Мургаб. Было много воды. Пей не хочу. Земля никакая плодородная. Но все реки Средней Азии постепенно убегают с востока на запад. Вот сейчас она протекает, эта река, 50 километров западнее. Ушла вода, ушла жизнь. Невозможно древним земледельцам жить без воды. А именно поля нужно было пить, умываться и так далее, обмывать мертвых. Вот поэтому здесь кончилась жизнь. Le travail des archéologues n'est pas terminé, mais l'expédition a atteint son but. La qualité des objets découverts, leur fonction sociale et symbolique, prouvent qu'ils sont le fruit d'une véritable civilisation. Oggi, alla fine di questa missione, dopo 10 anni di ricerca, è possibile tirare delle somme. Sì. Esisteva una civiltà delle oasi tra il IV e il II millennio a.C., una civiltà delle oasi che assicurava i contatti commerciali, ma anche e soprattutto culturali e politici, scambi di idee tra l'Oriente, l'Occidente, il Sud e il Nord. Ora questa civiltà era costituita da un insieme di cittadelle distribuite lungo tutta la fascia del deserto. Qui attorno ci saranno un'altra trentina di cittadelle simili a Gonur Tepe, e una volta che noi avremo conosciuto tutto questo insieme, sarà un po' come riscoprire una specie di antica Grecia, delle polis dell'antichità. È una cultura classica dell'età del bronzo. Les fouilles réalisées à Gonur Tepe ont mis au jour l'un des maillons d'un vaste système politique et culturel composé de ces cités qui jalonnaient le désert. Mais la civilisation des oasis demeure encore pour l'essentiel enfouie dans le sable.
Il faudra beaucoup d'autres fouilles pour en révéler tous les secrets. Nous n'en sommes aujourd'hui qu'au tout début de son histoire.